Propriétés uniques du plastique. À échelle micro et nano, les particules de plastique acquièrent de nouvelles propriétés physico-chimiques. Elles peuvent conserver une charge de surface plus longtemps et interagir avec les champs électrostatiques et d'autres molécules. En ce sens, les micro- et nanoplastiques peuvent être comparés à un électorate, un matériau qui accumule, l'électricité statique et la conserve pendant une période prolongée. De plus, les particules de plastique non seulement conservent une charge électrostatique, mais peuvent aussi la recharger. Cela se produit grâce à l'effet triboélectrique, c'est-à-dire lorsque le plastique entre en contact ou frotte contre d'autres surfaces, notamment des tissus, des cellules et des liquides. Autrement dit, les particules de plastique peuvent se recharger, restaurant ainsi leur charge électrostatique à maintes reprises. Pour comprendre en quoi les propriétés du plastique diffèrent de celles d'autres matériaux, nous avons réalisé une expérience simple. Nous avons suspendu plusieurs objets fabriqués à partir de différents matériaux dans des gobelets en plastique transparent. Une aiguille en métal, une allumette en bois, un fil de cuivre et une bande de magnésium. Alors que ces objets restaient immobiles lorsqu'on approchait une tige en plastique, tout changeait radicalement lorsqu'on frottait cette tige contre un mur. Tous les objets suspendus se mirent à osciller et à se déplacer vers la tige. Quelle est la cause de cette réaction ? La réponse réside dans la charge électrostatique qui se forme à la surface du plastique. Par exemple, une tige en bois, contrairement au plastique, ne peut pas accumuler une telle charge. Même après avoir été frottée avec de la laine, elle ne bougeait pas. Il en allait de même pour les ciseaux en métal qui restaient inertes jusqu'à ce qu'ils entrent en contact avec un aimant. Ce n'est qu'alors que l'aiguille en métal réagissait. Cette expérience montre donc clairement comment les matériaux réagissent différemment aux champs électriques et magnétiques. Le plastique se distingue des autres matériaux car il peut non seulement accumuler, mais aussi conserver une charge électrostatique pendant une période prolongée. Ceci diffère du bois qui dissipe rapidement sa charge électrique grâce à son taux d'humidité, et a donc peu d'effet sur les objets environnants. C'est un matériau diélectrique. Les métaux, en revanche, ne stockent pas la charge électrique, mais la redistribuent rapidement à leur surface. Ce sont des conducteurs. Les aimants, quant à eux, créent des énergies magnétiques plutôt que électriques, et ne peuvent donc pas attirer des objets électriquement neutres, comme le ferait un plastique chargé. C'est ce qui rend le plastique chargé électrostatiquement si dangereux. Il s'agit d'une force invisible, capable de modifier tout ce qui l'entoure. Une fois chargé, le plastique peut attirer même des particules neutres, perturbant de nombreux processus physiques naturels. Et lorsque le plastique se décompose en fragments plus petits, microplastiques et nanoplastiques, il ne perd pas ses propriétés. En fait, l'impact du plastique sur l'environnement et les organismes vivants ne fait que s'intensifier, à mesure que les particules deviennent plus petites. C'est cette charge qui rend le plastique particulièrement dangereux pour toute vie sur notre planète. Par conséquent, le plastique ne peut être considéré comme un déchet passif. C'est un matériau actif, chargé électriquement, capable d'interagir avec presque toutes les substances présentes sur Terre, des particules atmosphériques aux cellules vivantes. Plus la particule de plastique est petite, plus elle est active et plus son impact est dangereux. Prenons l'exemple d'une particule de microplastique de 5 mm de diamètre. Si on la fragmente en une nanoparticule de plastique d'1 micromètre, on génère 125 milliards de particules, soit le nombre de galaxies dans l'univers. La surface de ces nanoparticules est 5000 fois plus grande que celle de la particule de 5 mm. Ceci illustre l'ampleur du problème que représente la fragmentation de ces particules de plastique et même de particules toujours plus petites. Ces particules ont des propriétés potentiellement très différentes de celles des grosses particules de 5 mm. Ainsi, on modifie non seulement la taille, mais aussi la surface et les propriétés des particules. Les nanoplastiques ont une surface spécifique énorme par rapport à leur masse. C'est comme un grain minuscule, dont la surface équivaut à celle d'un terrain de football. On parle alors de surface spécifique élevée. Plus la surface est grande, plus la particule a la capacité d'accumuler et de retenir une charge électrostatique.
Et plus elle contient de sites actifs capables de lier des protéines, des ions métalliques, des lipides et d'autres molécules de l'environnement. Pour comprendre la dangerosité de ces minuscules particules chargées, faisons une expérience mentale simple. Prenons par exemple une pile ordinaire de 1,5 volts. Si on la divise en 125 milliards de minuscules piles, et en supposant que chacune d'elles ait toujours la même puissance de 1,5 volts, leur puissance totale serait de 187,5 milliards de volts. Imaginez l'augmentation de tension. Des phénomènes similaires se produisent avec le plastique. Lorsqu'un seul fragment de plastique se divise en 125 milliards de particules, chacune porteuse d'une charge électrique, la quantité de charge augmente. Aujourd'hui, des millions de tonnes de plastique présentes dans notre biosphère se décomposent constamment en particules de plus en plus petites, chacune porteuse d'une charge électrostatique lui permettant de se diffuser partout. Par conséquent, à mesure que le nombre de particules de plastique chargées électrostatiquement augmente, un potentiel électrique excessif s'accumule sur toute la planète. Ce phénomène perturbe fortement l'équilibre énergétique de la Terre. Contribuant au réchauffement des océans, à l'augmentation des anomalies atmosphériques, ainsi qu'à la fréquence et à la gravité des catastrophes naturelles chaque année. Il est important de noter que plus l'océan est chaud, plus il s'acidifie, et plus le plastique se décompose rapidement en micro-nanoplastiques chargés. Cela entraîne une accumulation d'énergie sur notre planète, amplifiant tous ces processus dans une réaction en chaîne auto-entretenue. De plus, plus la particule est petite, plus elle pénètre facilement la barrière protectrice des organismes vivants, y compris les humains, déclenchant diverses maladies chroniques et causant la mort de millions de personnes. Nous explorerons tout cela en détail. Autrement dit, la fragmentation du plastique ne le rend pas plus sûr. Au contraire, elle le transforme en nanoparticules qui pénètrent facilement dans les organismes vivants. Nous savons à présent que, comparé aux microplastiques, les nanoplastiques peuvent traverser les membranes cellulaires. Beaucoup plus facilement. Cela signifie qu'ils peuvent se retrouver dans notre circulation sanguine, et pas seulement chez les animaux, et être transportés jusqu'à certains organes, s'y déposer, être difficiles à éliminer, etc. C'est pourquoi les nanoplastiques sont bien plus dangereux que les microplastiques. Leur capacité à accumuler des charges électrostatiques est nettement supérieure. De par leur comportement quasi-électrique et leur taille infime, les plastiques ne restent pas sous forme de particules. Ils se chargent et se transforment en des milliards de micro- et nanoparticules mortelles. C'est par décharge que ces minuscules particules de plastique peuvent pénétrer profondément dans les tissus vivants et même les détruire. Aujourd'hui, ces particules sont omniprésentes et perturbent déjà les délicats processus électriques de la nature. On a souvent tendance à considérer l'électricité comme quelque chose d'artificiel, confiné aux ampoules, aux piles et aux fils électriques. Mais en réalité, les impulsions électriques sont le langage même de la vie. Autrement dit, elles permettent à la biosphère tout entière de fonctionner. Et ce sont précisément ces processus naturels que les micro- et nanoplastiques chargés électrostatiquement perturbent aujourd'hui. Le langage universel de la nature. Invisible, ce langage universel unit tous les êtres vivants en un tout. Dans les forêts, les racines des arbres sont liées à des réseaux fongiques, formant un système complexe et interconnecté sous le sol, que les scientifiques appellent le réseau fongique forestier. Ce réseau distribue non seulement l'eau et les nutriments, mais permet également aux plantes d'échanger des informations. Les plantes communiquent principalement de deux manières. Chimiquement, en libérant des molécules spécifiques, et électriquement, en envoyant des signaux électriques similaires aux influx nerveux chez les animaux et les humains. Par exemple, lorsqu'un insecte attaque, un arbre génère un signal électrique qui déclenche des réactions de défense. Ce signal peut se propager par les racines jusqu'au réseau fongique, atteignant ainsi d'autres arbres. Un phénomène similaire a été observé par les scientifiques lors d'une éclipse solaire.
les signaux bioélectriques des arbres se sont synchronisés, formant une impulsion unique. Les arbres les plus anciens ont réagi en premier, comme s'ils se souvenaient de tels événements et avertissaient les plus jeunes. Grâce aux signaux électriques, les plantes peuvent coordonner leur croissance, s'avertir mutuellement du danger, s'adapter collectivement au stress et même conserver une mémoire partagée. C'est précisément ce système finement régulé qui est aujourd'hui perturbé par les microplastiques et les nanoplastiques. De nos jours, les forêts sont devenues de vastes réservoirs de microplastiques. Des recherches montrent que les forêts capturent les microplastiques présents dans l'atmosphère. Lorsque les courants d'air traversent les forêts, ils transportent des tonnes de particules de microplastiques. La forêt fonctionne alors comme un filtre géant. La canopée et le feuillage des arbres retiennent littéralement les particules présentes dans l'air. Autrefois, ce processus contribuait à purifier l'atmosphère de la poussière et des impuretés. Aujourd'hui, cependant, avec ces particules naturelles, les microplastiques et les nanoplastiques sont également piégés. Contrairement à la poussière, qui peut se décomposer, le plastique ne se décompose pas. Il reste dans les feuilles, s'accumule dans le sol et persiste quotidiennement dans l'air des forêts. Des dizaines de particules de microplastiques se déposent sur chaque mètre carré de canopée. Des scientifiques ont estimé le dépôt annuel de microplastiques dans les sols forestiers et ont montré qu'il est corrélé à l'ampleur de la production de plastique en Europe. En supposant que les retombées atmosphériques soient la principale source, les chercheurs ont conclu qu'environ 400 000 particules de microplastiques par mètre carré pourraient s'accumuler dans les sols forestiers sur une période de 70 ans. Les particules chargées perturbent les signaux bioélectriques et privent les forêts de leur capacité d'adaptation et de survie. Les nanoparticules chargées négativement pénètrent plus facilement dans les racines des plantes, perturbant l'absorption des nutriments. Par conséquent, la croissance ralentit et la formation des racines est altérée. De plus, les micro- et nanoparticules de plastique chargées électrostatiquement adhèrent aux feuilles et pénètrent dans les cellules végétales, altérant la photosynthèse. Elles endommagent les chloroplastes, les centres énergétiques des cellules végétales, analogues des mitochondries chez les animaux et les humains. Une exposition prolongée aux micro- et nanoplastiques réduit la capacité des plantes à produire de l'oxygène. Certaines forêts du monde, comme les forêts orientales de l'Amazonie, émettent déjà plus de dioxyde de carbone qu'elles ne produisent d'oxygène. Animaux, les microplastiques et nanoplastiques peuvent pénétrer dans le cerveau des animaux. Les particules de plastique chargées électrostatiquement endommagent les cellules cérébrales et perturbent la transmission de l'influx nerveux. Ceci provoque des dysfonctionnements du système nerveux, allant d'une diminution de la vision, de l'ouïe et de l'odorat à une altération de la coordination motrice. Par conséquent, les animaux ont des difficultés à s'orienter, à trouver de la nourriture, à éviter les dangers et à communiquer entre eux. Tout cela réduit considérablement leurs chances de survie. Ces effets rappellent les premiers signes de maladies neurodégénératives chez l'humain. Selon le Fonds mondial pour la nature WWF, au cours des 50 dernières années, la population mondiale d'animaux sauvages a diminué de près de 70%. Être humain est incapable de protéger même ceux dont il a la responsabilité. Les animaux domestiques sont également empoisonnés par les microplastiques et nanoplastiques. Les aliments pour animaux contiennent du PET, le même plastique que celui utilisé pour fabriquer des bouteilles. De plus, des particules de microplastiques ont été trouvées dans les tissus de chats et de chiens. Des scientifiques ont analysé des échantillons de tissus de 49 animaux, 24 chats et 25 chiens morts de cause naturelle, et ont constaté que plus de 70% d'entre eux avaient des microplastiques présents dans plusieurs organes.